Vous savez, lorsque les présidents de la République tendent la main à l'opposition, particulièrement, ce n'est pas parce que notre famille politique n'a pas des personnes compétentes. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des gens... Ce n'est pas ce que dit, mais du moins c'est l'impression que ça donne. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des gens qui ont un background. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des gens qui sont épris justement de l'amour du pays. Tout simplement, c'est comme je vous ai dit, nous voulons créer une certaine unité à l'interne. Nous voulons parler d'une seule voix. Vous savez, il y a des frustrations, il y a ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui qui estiment que ceux qui sont de la mouvance sont en train de bouffer seuls. Vous voyez un peu ces langages. Je crois que ça a été relayé même par un religieux. Vous comprenez? Donc, nous voulons ici arrondir les angles, mettre tout le monde d'accord par rapport à une certaine vision de choses. Et je vous rappelle que le président de la République a toujours voulu bonifier son action. Il y a toujours une différence entre celui qui est sur le terrain en train de jouer, je parle d'une équipe de foot, les joueurs qui sont sur le terrain, et les coachs qui est en dehors du terrain, ou des joueurs qui sont en dehors du terrain ou sur le banc. Ils ont une vue globale de la situation sur le terrain. Ils voient des compartiments qui ne marchent pas. Ils voient aussi des joueurs qui font du flop. Vous comprenez? Et étant donné que ces gens-là sont en train de regarder de loin notre gouvernance, et ils ont toujours formulé des critiques acerbes par rapport à notre façon de voir les choses, c'est l'occasion pour eux, bien entendu, de rejoindre le bateau. Mais les critiques pour que nous puissions ont été formulées depuis, mais action. hélas, les gouvernements ne faisaient jouer à la sourde oreille. Hein. C'est envisagé? Ce n'est pas confirmé, mais certaines langues disent qu'il se pourrait qu'il y ait tripartite entre Félix Tshisekedi, Joseph Kabila et Corneille Nangaa. Si ça arrivait par exemple, quel serait votre point de vue? Bon, vous savez, moi j'ai toujours dit, il y a certains compatriotes qui, d'un ton sarcastique, s'est moqué du président de la République par rapport au changement de narratif. Vous savez, on ne peut pas ici jongler sur le mot. On ne peut pas ici jouer la montre pendant que ça brûle, pendant que nos populations sont en train de vivre l'enfer sur Terre. On doit au plus vite, sans zombage, sans atermoiement, mettre sur pied une batterie de solutions pour régler définitivement cette situation. Vous savez, à un moment donné, nous devons citer les gens qui sont en train de faire du mal à notre population, du mal à notre pays. Le VPM Jean-Pierre Bemba est dans les secrets des dieux, comme le président Tshisekedi. Tout à fait. Ils ont des informations que nous n'avions pas. Lorsqu'ils indexent l'ancien président Kabila comme étant les parrains de l'AFC, comme étant la fidée de Kagame, comme étant les metteurs en scène, excusez-moi, du cahier des charges de Kagame ou de l'agenda de Kagame. Je crois que c'est à juste titre. Vous comprenez? C'est au vu justement des informations qu'il possède. Et vous savez, moi j'ai toujours dit, nous devons être patriotes. Nous avons des compatriotes qui ont un patriotisme de papier, qui jouent pratiquement à l'idiot utile. Ils posent des actes croyant qu'ils les font sans que ceux-ci auront un effet boomerang sur eux comme sur leur pays. Et ils les posent comme ça, de manière désintéressée, alors qu'ils sont, dans le fond, en train de jouer les jeux de l'ennemi. Donc, des compatriotes comme ça se compte par milliers. Ils sont dans notre pays. Nous devons tous promouvoir la démocratie. C'est cela l'idéal, vous comprenez? C'est cela l'idéal et nous devons marcher comme ça au lieu de justifier justement un mécontentement à travers des actes barbares, des actes ignobles. Vous avez vu ces compatriotes qui sont morts, ils sont morts gratuitement
Demain, vous devenez président de la République, vous allez diriger Kishi après avoir tué tout le monde. Donc, nous ne voulons pas ces moyens moyenâgeux d'accéder à la magistrature suprême, que chacun se prépare. Dans quelques années, nous aurons des élections. Il est temps qu'au lieu de commencer à sous-traiter justement de groupes armés, au lieu de brûler la maison parce que vous n'êtes pas au pouvoir, au lieu de faire tout ce que vous voulez là, mettez toutes ces énergies justement à la préparation de futures élections. Je crois que c'est ça le plus important. Bienvenue à ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Nous sommes très heureux d'être des vôtres encore ce matin pour vous parler République, pour vous parler de nation, comme vous le savez. Aujourd'hui, c'est le 5e jour des consultations entamées par le secrétaire, plutôt par le conseiller spécial en matière de sécurité du président de la République, l'ancien ministre Eberande, qui continue, comme j'ai dit il y a peu, consulter d'abord le membre de l'Union sacrée, après peut-être suivront les opposants, parce que certaines personnes pensent que c'est une consultation entre union sacrée. Eh bien, nous attendons la suite, parce que d'après certaines sources, ça prendra à 2 semaines. L'idéal ou le but ici, c'est de mettre en place un gouvernement de l'union nationale. Cependant, l'insécurité continue à battre son plein. Dans la partie Est, les affrontements se poursuivent au niveau de l'Est, entre nos soldats, nos FARDC, nos Wazalendo et le supplétif des Nanga, donc le M23. Derrière, nos FARDC ont pu bombarder un avion de ravitaillement de M23. Je pense que c'est une bonne nouvelle, mais du moins, nous attendons la suite, parce que le plus important ici, comme vous le savez, c'est de pacifier l'Est du pays. Certaines langues disent qu'il se pourrait qu'il y ait tripartite entre le président Félix Tshisekedi, l'ancien président Joseph Kabila et Corneille Nangaa. Il y a des langues qui se délient, qui disent que ces trois vont se rencontrer par rapport à la situation de l'Est. Par rapport à la situation de l'Est, qu'adviendra-t-il? Bon, jusqu'ici, il n'y a pas encore de confirmation, mais c'est vrai, certaines sources ou encore certaines langues nous rassurent ou nous confirment que c'est en perspective. Nous allons également mettre un point de vue par rapport à ça. Jean-Pierre Bemba continue à nous révéler des choses. D'après lui, ce sont des vérités qu'il faut mettre à la place publique, que l'ancien président ne serait pas, mais il est plutôt rwandais. Il dit que Joseph Kabila, c'est un sujet rwandais, c'est lui qui est à la base de ce qui se passe ici au pays en termes de sécurité. Il y a des gens qui se posent des questions, est-ce qu'il y a lieu de les dire? Pourquoi? Parce que le chef de l'État avait lancé un appel. Le chef de l'État avait lancé un appel pour qu'il y ait la cohésion nationale entre les Congolais. Est-ce que c'est une manière de frustrer, de séparer les gens davantage, ou bien ce sont des vérités qu'il faut exposer sur la place publique? Nous allons vous en dire plus, mais sinon nous allons axer notre débat par rapport à l'insécurité qui s'y vit à l'Est, par rapport à tout ce qui se passe, n'est-ce pas, les échanges, n'est-ce pas, ces tête-à-tête qui avait vu le jour l'autre fois entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Doha, au Qatar précisément. Nous allons vous éclairer. Alors, nous avons le plaisir, l'honneur de recevoir pour vous un député national, élu de la Tchangou, n'est-ce pas? Il est député national, il est député provincial. Maître Francis Chibalabala, c'est notre invité de ce matin. C'est un cadre au sein de l'UDPS. Ensemble, avec lui, nous allons vous éclairer, bien évidemment, par rapport aux questions évoquées. Nous allons vous prendre au moins 50 minutes au maximum pour vous éclairer, comme j'ai dit il y a peu, par rapport au sujet déjà exposé. Je m'en vais saluer mon invité, honorable Chibalabala. Merci d'être là et bon vendredi à vous. Merci, bonjour Yelo. Alors, c'est un plaisir de vous retrouver. Vous êtes un habitué de cette émission. C'est vrai, ça fait longtemps, mais du moins pour nous, c'est un honneur d'être là et nous sommes très reconnaissants. À chaque fois qu'on vous lance l'invitation, vous disponibilisez pour nous. C'est une marque de considération encore. Merci. La situation de l'Est nous préoccupe. Au-delà d'être UDPS, au-delà d'être politique, vous êtes un élu du peuple. Quelle lecture faites-vous par rapport à ce qui se passe? Des tueries continuent. Nous continuons à enterrer les nôtres. Ne voyez-vous pas que trop, c'est trop? Et certaines langues même disent que vous, l'UDPS, vous n'arrivez toujours pas à trouver solution par rapport à ces dernières, à l'insécurité bien sûr. Voilà, merci pour l'invitation. Et c'est un honneur que vous m'avez toujours fait chaque fois que vous m'invitez pour décortiquer justement l'actualité. Merci. Par rapport à votre question, personnellement, je suis un peu attristé par rapport à... Pas un peu, je suis attristé par rapport à ce qui se passe dans cette partie est, dans la partie orientale de notre pays. Comme vous le savez,
lors de l'incursion de l'armée rwandaise avec leur proxy du M23, nous avons assisté pratiquement à Goma et à Bukavu, etc., à un carnage tout simplement. Vous comprenez, c'est une boucherie humaine. Et je crois que si on est vraiment congolais, ça doit nous interpeller tous. Et en même temps, peaufiner de stratégies pour, bien entendu, régler cette situation de manière définitive. Nous n'avons pas besoin de la poudre de perlimpinpin. Nous avons besoin d'une solution qui soit définitive, d'une solution efficace pour que l'on ne puisse plus vivre cette spirale de violence. Les décomptes macabres à l'est de la RDC, je crois que ça doit s'arrêter. Au jour d'aujourd'hui, les bilans humains s'élèvent à plus de 12 millions de Congolais. C'est énorme. Je crois que c'est énorme. Tout à fait. Le monde est en train de célébrer les génocides rwandais qui avait occasionné approximativement 800 000 morts. Mais chez nous, c'est plus de 12 millions. Je pense qu'on doit tout faire. Et le président est sur cette lancée-là pour chercher à résoudre ce problème de manière fondamentale et péremptoire. Je crois que ça sera pour le bonheur de nos compatriotes, pour qu'en fin de compte, qu'ils puissent vaquer librement à leurs occupations. Vous savez, les seuls péchés qu'ils ont commis, c'est d'être sur leur sol, c'est d'être dans leur pays. Et cet acte ou ces actes ignobles qui défient l'imaginaire doivent être sanctionnés, non seulement militairement, mais aussi juridiquement, parce qu'il est temps de faire pression à la Cour pénale internationale pour qu'il y ait quand même des poursuites à l'endroit des auteurs justement de ces actes ignobles. J'espère que la Cour pénale internationale va remonter justement la chaîne de commandement politique et militaire du Rwanda pour établir justement les responsabilités des uns des autres, au fin de les juger et éventuellement les condamner et les écrouer. Et ça sera quand même justice qu'on aura rendue justement à ces milliers de morts qu'on a enregistrés à l'est de la RDC. Justice pour la RDC, ça c'est vrai, hein, ça c'est ce que nous souhaitons tous, mais du moins parlons de ce qui se passe ici au Congo, je veux dire à Kinshasa en ce moment. Vous consultez, vous le régime et vous l'UDPS, parce que Brand, qui dirait c'est le conseil spécial en matière de sécurité des chefs de l'État, l'autre fois ministre, il est UDPS. Les consultations, d'après vous, c'est pour quelle finalité? Certes, nous attendons le gouvernement de l'Union nationale, mais pensez-vous que ça va résoudre les problèmes ou encore ça va solutionner la situation de l'Est? Voilà, le président de la République est clairvoyant. Il est en même temps très voyant, dans la mesure où il a compris les jeux justement de Kagame et donc son mode opératoire. Chaque fois qu'il y a incursion, chaque fois que nous sommes victimes d'agression dans notre pays, Kagame a toujours utilisé ses vassaux, ses affidés, des gens qui sont à sa solde, qui entre guillemets sont congolais, mais que moi je qualifie des patriotes de papier tout simplement, parce que je trouve paradoxal qu'un Congolais puisse comploter contre son pays, soit à la base justement de la boucherie qui s'est passée à Goma, à Bukavu, des tortures inhumaines, dégradants que notre population est en train de subir. Et voilà que le chef avait compris cela. Il était question qu'à l'interne, que nous puissions parler d'une seule voix par rapport à cette situation, que nous soyons rangés derrière les présidents de la République. Vous savez, les Congolais ont besoin que nous puissions mettre en commun nos intelligences, que nous puissions mutualiser justement nos stratégies pour régler définitivement cette situation qui a duré pendant plus d'une décennie. Ça fait 30 ans que nos populations sont en train de vivre justement l'enfer sur Terre. Et cette histoire doit s'arrêter définitivement. Et voilà pourquoi le chef de l'État est en train de... Il a tendu la main à l'opposition comme à la majorité, à tous les Congolais, pour que nous soyons rangés, comme je l'ai dit, derrière lui, pour que nous fassions bloc
contre justement cette agression injuste. Vous comprenez? Et les consultations avaient déjà débuté. Il y a certains compatriotes épris justement de la ponce du pays ont été justement ont répondu présent, excusez-moi, ont répondu présent à l'invitation. Et d'autres certainement vont le faire, vont leur emboîter le pas, chacun à son jour bien sûr. Et nous voulons que les Congolais, en pareille situation, que nous puissions, comme je l'ai dit, que nous puissions taire quand même nos divergences, taire nos égos surdimensionnés, nos petites querelles, et laisser justement l'intérêt supérieur prendre le pas en pareille situation. Et prendre la main du chef de l'État au vol, ça veut pas dire que le président de la République n'a pas des compétences au sein de sa majorité. Vous comprenez? Nous voulons tout simplement que l'on fasse une unité nationale et face justement à ces blocs que nous allons constituer, cette nation compacte que nous aurons à l'issue justement ou à la clôture justement des consultations. J'espère que ça sera un mur que M. Kagame ne saura ni contourner ni escalader. Créer un bloc, unir les forces, les énergies, ça c'est vrai. Mais pensez-vous que la voie est bonne, hein, ou encore la procédure est bien, dans le sens où, de l'autre côté, les opposants, j'ai fait allusion à Martin Fayulu pour ne pas le citer, lui, par contre, propose les assises de Kinshasa. De l'autre côté, il y avait les démarches qui étaient entamées par les pères des églises, qui, à leur manière également, ont consulté plusieurs autorités du pays, aussi à l'étranger, les différents présidents de quelques pays d'Afrique. Et ils pensent que se retrouver autour d'une table, c'est l'idéal. Mais par contre, Ebérante consulte pour mettre en place un gouvernement de l'Union nationale. D'après vous, Congolais que vous êtes, pour pallier à la situation, quelle est la bonne voie? Vous savez, moi personnellement, je me dis, nous avons opté pour la démocratie dans ces pays. En réalité, à l'interne, il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de problème. Je vous ai dit que le chef de l'État s'est rendu compte que certains compatriotes alors que sont utilisés par le Rwandais. De la cohésion nationale. Certains compatriotes sont en train de faire le narratif, de prolonger ou de reprendre les narratifs rwandais. Il était question que tous nous parlions d'une seule voix. Nous ayons un seul narratif. C'est un peu dans cette optique-là. Le même langage, oui. Voilà. À l'interne, il n'y a pas de problème. Nous sommes victimes d'une agression, tout simplement. Et cette agression-là ne peut être jugulée que si les filles et fils de ces pays se mettent ensemble pour dire non à cette barbarie qui a assez duré. Vous comprenez? Et je disais que nous avons opté pour la démocratie. Et la démocratie, ça veut aussi dire que ne peut devenir président de la République que celui qui a bénéficié du suffrage de la population. Il vous souviendra que lors de la publication des résultats des élections dernières, le président Tshisekedi avait fait carrément un triomphe. Il a obtenu 74% des voix de nos compatriotes. Et je crois que la rue ou la population s'était déjà exprimée par rapport à une unité qu'on plomberait, alors qu'en réalité, dans le fond, nous sommes unis derrière le président de la République. Et ces suffrages sont démonstratifs de l'union nationale à l'interne. C'est-à-dire la population a non seulement voulu consolider les acquis, mais aussi à renouveler la confiance au chef de l'État. Donc les dialogues que la SENCO est en train de vouloir organiser, moi j'estime qu'il est inopportun. À mon avis, il est inopportun. Nous avons déjà ciblé notre agresseur qui est le Rwanda. Nous cherchons à régler les problèmes à la racine. Et en ce moment, nous avons besoin que chacun de Congolais puisse apporter sa contribution, sa pierre à l'édifice pour que nous ayons une fois pour toutes une solution qui soit vraiment solide au fin de ne plus retomber dans les travers du passé. Donc, je voulais dire, au fin de ne plus vivre cette spirale de violence qui a assez duré. Donc, moi, je ne partage pas ces points de vue-là. Nous avons des compatriotes parce que lorsque vous voulez organiser un dialogue
pacte, etc., républicain et tout ce que vous voulez. Il y a des compatriotes qui ont été consultés par la SENCO qui sont en train de proposer à ce que, ou ils sont en train ils pointent un doigt accusateur sur le président de Tshisekedi comme étant celui qui fait partie du problème, vous comprenez, et que pour régler la situation que nous sommes en train de vivre actuellement, il doit être mis sur la touche. Ça, c'est naturellement en violation de la Constitution. Parce que le mandat du chef de l'État, du point de vue calendaire, est de 5 ans. Donc, le président de la République est à son 2e et dernier mandat. Nous devons l'accompagner, par contre, pour qu'il puisse achever son mandat et éventuellement organiser, ou si vous voulez, convoquer les élections pour organiser les élections pour qu'il y ait son successeur. Donc, nous devons réfléchir en ces termes-là et non chercher soit un gouvernement ou une transition, etc., qui va nous conduire aux élections ou créer une formule qui serait en violation de la Constitution, tendant à mettre le chef de l'État sur la touche et désigner un président de la transition, etc. Je crois que nous devons être démocrates réellement et faire en sorte que les cycles électoraux dans ces pays puissent se poursuivre et non les interrompre. Ça serait faire un rétro-pédalage et là, ça sera vraiment un coup fatal que nous allons assaimer à notre démocratie. Détourner les idées malveillantes de Paul Kagame, le chef d'État lancé un appel pour mettre en place le gouvernement de l'Union nationale, c'est ce que vous avez dit, mettre les fils Congo ensemble pour que ces derniers ne soient pas séduits par les discours frauduleux de Kagame, mais vous êtes sans ignorer que la main tendue ou encore l'appel du chef de l'État du côté de l'opposition n'a pas été salué par tous. Il y a de ceux-là, surtout on va dire que les têtes d'affiche, permettez-moi de les dire comme ça, n'ont pas répondu à l'appel. Je cite ici Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Kabila et les autres. Et pensez-vous que le gouvernement prochain, tant attendu, de l'Union nationale va être à la hauteur au point de satisfaire les desiderata des Congolais que nous sommes? Vous savez, pour votre gouverne, le président de la République a toujours travaillé avec l'opposition. Il vous souviendra que lors de son premier mandat, il avait travaillé avec Ensemble pour la République. Il a travaillé, actuellement il est en train de travailler avec, justement pour... Parce qu'il avait mis en place l'Union nationale, plutôt l'Union sacrée, oui, mais... Pour besoin de capital politique, tout simplement, Ensemble pour la République, c'était de désolidariser du président pour se positionner justement aux élections de 2023. Donc c'était une stratégie pour Ensemble. Donc nous avons travaillé avec l'opposition. Actuellement, nous sommes en train de travailler avec l'opposition. Et le président de la République, c'est quelqu'un qui a toujours été ouvert. C'est quelqu'un qui a toujours voulu rassembler les Congolais autour de lui pour que nous puissions regarder dans la même direction, pour que nous puissions apporter des solutions aux problèmes qui nous concernent. Vous comprenez? Et il a toujours lâché du lest. Ça, c'est son point fort. Contrairement aux accusations gratuites qu'on a toujours formulées à son encontre, le président a toujours été ouvert, il a toujours une main tendue, mais il est un droit pour chaque Congolais d'accepter la main tendue du président de la République. Il en est aussi un droit pour ceux qui ont resté ou qui ne veulent pas prendre la main tendue du président de la République. Donc, les plus importants ici, nous avons tous constaté qu'au début, il y avait une confrontation des narratifs par rapport à la situation qui sévit à l'est de notre pays, dans les chefs de nos compatriotes. Mais aujourd'hui, nous sommes en train nous avons tous le même élément des langages. C'est ça le plus important. Les Congolais, au jour d'aujourd'hui, ont fait bloc derrière les présidents de la République. Nous avons plus de 100 millions de Congolais. Si une ou deux, trois, quatre personnes se positionnent en marge de l'initiative du chef de l'État de rassembler les Congolais, je crois que ça serait une goutte d'eau dans l'océan. Les Congolais sont rangés derrière les présidents, c'est ça le plus important. Vous avez vu que dernièrement, à Bukavu, la population a exprimé un tollé général par rapport aux sévices, par rapport au traitement dégradant dont elle est victime. Donc ça prouve que la population ne veut pas être asservie par le Rwandais. Vous comprenez? Donc le chef de l'État
son approche fait écho aujourd'hui dans l'opinion et même dans l'opinion nationale comme internationale. Et le plus important ici, c'est de régler de manière définitive les problèmes de l'Est. Nous avons besoin, comme je l'ai dit précédemment, pas d'une paix factice, pas juste d'un cessez-le-feu. Nous avons besoin de régler la situation à la racine, les problèmes à la racine. Nous connaissons les velléités expansionnistes de M. Kagame. Nous connaissons justement sa stratégie qui consiste à créer une zone de non-droit dans la partie orientale, pouvant lui permettre de faire main basse sur nos richesses, et lesquelles richesses devraient en principe bénéficier aux Congolais. Malheureusement, ça profite à un État voyou qui est notre voisin. Et étant donné que nous avons circonscrit le problème, il faudrait aussi que nous puissions en apporter des solutions, et c'est ça le plus important. Vous savez, on ne peut pas ici jongler sur le mot. On ne peut pas ici jouer la montre pendant que ça brûle, pendant que nos populations sont en train de vivre l'enfer sur terre. On doit au plus vite, sans zombage, sans atermoiement, mettre sur pied une batterie de solutions pour régler définitivement cette situation. Les problèmes se construisent, vous l'avez si bien dit. Et les chefs d'État avaient lancé un appel, au-delà de mettre en place le gouvernement de l'Union nationale, il parlé aussi de la cohésion nationale, donc question, parce qu'on a évoqué la question déjà en entame, les accusations continuent. Certes, vous êtes un élu du peuple, vous êtes un député national, mais il y a un VPM de transport qui l'autre fois était ministre au niveau VPM plutôt de la défense. Bien avant, il était le vice-président dans ces pays, accuse nommément, sans embâge, sur la place publique, l'ancien président Kabila, qui est rwandais, encore Jean-Pierre Bemba, qui est à la base de ce qui se passe, bien que le chef de l'État l'avait dit aussi l'autre fois. Alors, la cohésion dont souhaitée par les chefs, pensez-vous que c'est une manière de faire, c'est une bonne manière plutôt de faire, ou bien ils pouvaient bien procéder différemment? Vous savez, à un moment donné, nous devons citer les gens qui sont en train de faire du mal à notre population, du mal à notre pays. Le VPM Jean-Pierre Bemba est dans les secrets des dieux, comme le président Tshisekedi. Tout à fait. Ils ont des informations que nous n'avions pas. Lorsqu'ils indexent l'ancien président Kabila comme étant les parrains de l'AFC, comme étant la fidée de Kagame, comme étant les metteurs en scène, excusez-moi, du cahier des charges de Kagame ou de l'agenda de Kagame, je crois que c'est à juste titre. Vous comprenez? C'est au vu justement des informations qu'il possède. Et vous savez, moi j'ai toujours dit, nous devons être patriotes. Nous avons des compatriotes qui ont un patriotisme de papier, qui jouent pratiquement à l'idiot utile. Ils posent des actes croyant qu'ils les font sans que ceux-ci auront un effet boomerang sur eux comme sur leur pays. Et ils les posent comme ça, de manière désintéressée, alors qu'ils sont, dans le fond, en train de jouer les jeux de l'ennemi. Donc, des compatriotes comme ça se compte par milliers. Ils sont dans notre pays. Et c'est là que je dis, nous devons mettre de côté tout ce que nous avons comme problème, différents, etc., pour regarder dans la même direction. L'intérêt supérieur de nos compatriotes doit prendre le pas sur toute autre considération. Si nous fixons ça comme un credo, cela nous pousserait bien entendu à ne travailler que pour l'intérêt supérieur de notre pays. Mais nous avons l'impression, oui. Donc, je pense que le président Kabila, au vu justement de la loi portant statut des anciens chefs d'État, il doit quand même se comporter dignement. Il doit être loyal vis-à-vis de son pays. Il s'est mieux conduit. Il vous souviendra, il a même, lors de sa sortie médiatique, accordé une interview, oui, légitimé pratiquement ou idéalisé les M23 comme étant un mouvement qui a des revendications légitimes. On ne peut quand même pas, même si vous avez
des revendications légitimes, tuer la population pour que votre voix s'y fasse entendre. Il y a des élections, comme je vous ai dit, sous d'autres cieux, lorsque vous êtes contre la gouvernance, vous devez profiter justement de ce moment pour affûter vos armes, pour vous préparer, pour faire une offre politique qui puisse captiver la population, de sorte que lors des élections, que vous soyez élus. Et nous devons réfléchir comme ça, nous devons intégrer cet aspect de choses. Beaucoup de nos compatriotes ne veulent pas être en phase avec l'évolution de la société. Vous comprenez, nous ne sommes plus dans une époque moyenâgeuse où la force avait pris les dessus sur le droit, sur la loi, etc. Nous ne sommes pas dans une jungle, nous ne sommes pas dans un Far West où vous vous réveillez le matin, puisque vous avez besoin de devenir président de la République, vous allez prendre des armes pour tuer vos compatriotes. Vous comprenez? Ces moyens rétorts d'arriver à la magistrature suprême, nous les avons bannis et nous estimons que nous devons tous intégrer justement les valeurs démocratiques. Nous devons tous promouvoir la démocratie. C'est cela l'idéal, vous comprenez? C'est cela l'idéal et nous devons marcher comme ça au lieu de justifier justement un mécontentement à travers des actes barbares, des actes ignobles. Vous avez vu ces compatriotes qui sont morts, ils sont morts gratuitement. Demain, vous devenez président de la République, vous allez diriger qu'ici après avoir tué tout le monde. Donc, nous ne voulons pas ces moyens moyenâgeux d'accéder à la magistrature suprême. Que chacun se prépare, dans quelques années, nous aurons des élections. Il est temps qu'au lieu de commencer à sous-traiter justement de groupes armés, au lieu de brûler la maison parce que vous n'êtes pas au pouvoir, au lieu de faire tout ce que vous voulez là, mettez toutes ces énergies justement à la préparation de futures élections. Je crois que c'est ça le plus important. Il y a des questions qui taraudent l'esprit des Congolais en ce moment, convaincus, parce que regarde ce que vous dites, bien avant que vous le disiez, on avait déjà l'écho, hein, les chefs d'État l'avaient dit, Jean-Pierre Bemba est revenu sur ça, que c'est Kabila qui nous veut du mal, que c'est Kabila qui alimente la situation sécuritaire à l'Est, c'est Kabila qui est le numéro 1, le patron du M23, c'est Kabila qui est de mèche avec Paul Kagame. Vous et moi savons également que l'État, c'est Léviathan. Les informations, vous en avez. Je parle du régime ou encore le pouvoir. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui de mettre la main sur Kabila? Jusqu'ici, aucune action judiciaire contre ces derniers. N'avez-vous pas que... Vous savez... il y a de quoi se poser les questions. Vous savez, la justice n'arrête pas pour plaire aux gens. Il s'agit d'un droit indéniable. Quand le commandant suprême l'a dit, le droit à la... Quand le magistrat suprême l'a dit, s'il vous plaît, je me répète, pour que la justice mette la main sur vous, elle doit avoir un faisceau de preuves. Ah, donc par là, vous voulez dire que elle doit avoir toutes les accusations faites contre je Kabila, suis en train de il n'y a pas d'éléments. Je suis en train d'évoluer. D'accord. Elle doit avoir des indices qui vous incriminent par rapport aux faits qui vous sont reprochés. Lorsque le président Kabila était au pays, on n'avait peut-être pas la donne qu'on a aujourd'hui. Nous n'avions pas des informations que nous avons, que nous détenons. Nous ne détenons pas des informations que nous détenons aujourd'hui. Vous comprenez? Il vous souviendra que les hauts cadres du PPRD ont été invités à la justice militaire pour être entendus sur des faits, bien entendu, infractionnels, qui pèsent sur eux. Vous comprenez? Donc la justice est en train de faire son travail. La justice va remonter certainement aux commanditaires, remonter aux responsables. Parce que lorsqu'il y a une entreprise criminelle, il y a l'auteur intellectuel, il y a aussi ceux qui exécutent. Vous comprenez? Tous sont coupables au vu de la loi. Donc, lorsque la justice va se rendre compte, au vu des preuves, au vu des éléments en sa possession, certainement, elle mettra la main sur le président Kabila, parce qu'il n'est quand même pas immunisé pour des faits qu'il commet postérieurement à
à sa fonction de président de la République. La loi portant protection couvre justement tous les faits infractionnels qu'aurait commis un ancien chef d'État pendant qu'il exerçait, mais après, il a commis des faits infractionnels au vu du narratif du chef de l'État, et je crois qu'il va en répondre pénalement aussi. Loin de nous l'intention de laver, de protéger ou de protéger, je voulais dire, Kabila en tout cas, mais du moins sur ces plateaux, vous avez dit que la justice ne peut en aucun cas se permettre de mettre en action si jamais il y a les éléments de preuve. Mais vous et moi, ici au Congo, avions suivi les chefs de l'État qui avaient cité sans embâche, en tout cas l'ancien président Kabila, qui est AFC ou encore le patron de ce mouvement rebelle. Ouais. S'il s'avérait, au conditionnel bien sûr, que après la justice s'est rendue compte que non, Kabila n'est pour rien, est-ce qu'il y aura réparation? Parce que ce sont des accusations vraiment graves sur la place publique, mais du moins vous avez reconnu qu'on ne peut pas mettre la main sur ces derniers du fait qu'on n'a pas assez d'éléments de preuve indexant. Non, je n'ai pas dit qu'on n'a pas assez d'éléments. La justice est en train de faire son travail. Ouais. L'instruction préparatoire est secrète. Ouais. Nous ne savons pas qu'est-ce que la justice a pu recueillir, des témoignages, des dépositions, etc., de personnes qu'elle a entendues. Vous comprenez? Donc ici, je ne sais pas opiner sur ce qu'il en est exactement. C'est là que je suis dans un raisonnement logique et cohérent en disant que si la justice estime que les faits reprochés à M. Kabila, à l'ancien président Kabila, sont réellement établis, étayés par des preuves solides, irréfutables. Il répondra de ses actes. Je crois qu'il va, la justice mettra la main sur lui, il répondra de ses actes vraisemblablement. Je suis un peu dans ces schémas-là, je vous donne le fonctionnement de la justice. Pour le reste, je crois que la même justice peut vous mettre la main sur vous, je parle du parquet, et après enquête, etc., la justice peut estimer que voilà, les faits sont bénins ou les faits ne sont pas réellement établis, etc. Et vous remettre en liberté. Donc, il s'agit d'une dénonciation du président de la République. Le président n'est pas le pouvoir judiciaire. Et la justice s'est saisie justement de cette dénonciation pour enquêter. Quand c'est le président qui dénonce, en ce moment, est-ce qu'on ne peut pas parler d'une procédure d'urgence au niveau de la justice, bien sûr? Non, vous savez, la justice n'agit pas selon les états d'âme. La justice travaille sereinement et froidement pour préparer un dossier qui soit bien fignolé. Vous comprenez? La justice, vous savez, quand on fait des choses à l'emporte-pièce, quand on fait des choses précipitamment avec des involtures, généralement, nous essuyons aussi des échecs. C'est comme ça que les gens ou l'opinion critique notre justice. Donc la justice doit mettre des gants, doit marcher sur des œufs avant de conclure, avant de dire clairement que X personne, Y personne est réellement responsable justement des faits qui lui sont bien entendu incriminés. Donc voilà un peu comment les choses fonctionnent. Donc le président de la République a dénoncé. Il a dénoncé et la justice a pris le relais pour justement faire son travail. Ok, vous représentez le peuple, vous êtes un élu du peuple. Les Congolais attendaient les résolutions plutôt de cette rencontre entre la délégation de Kinshasa et la délégation de M23 à Luanda l'autre fois, sans succès. Et dans la soirée, on a vu, tous étaient surpris via les réseaux sociaux, qu'il y a eu un tête-à-tête entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Doha, au Qatar, cette fois-là. Quelques minutes, ou encore quelques heures après, il y a eu un communiqué venant de l'Angola qui l'autre fois jouait la médiation entre Kinshasa et Kigali. Luanda a décliné sa responsabilité. Est-ce que c'est de l'échec ou bien nous continuons à être sur la bonne voie par rapport à ces processus? J'estime que la voie diplomatique est en train de connaître beaucoup de succès. Nous avons, pour une fois, la communauté internationale a parlé d'une seule voix.
on peut dire qu'il s'agit d'une littérature de condamnation verbale, etc. Vous avez anticipé en tout cas. Vous comprenez? Oui. Mais les plus importants, c'est les narratifs congolais a prévalu sur les éléments de langage rwandais. Vous savez, Kagame avait un narratif qui était du pur, de la pire affabulation, vous comprenez? Un narratif qui était destiné à détourner l'attention de la communauté internationale au fin de justifier justement sa présence sur notre sol. Les premiers narratifs, c'était les problèmes des RDF, Les ADF Nalo. des ADF qui écumaient la partie Est, etc. Ils craignaient que... Ce sont des ADF. ADF, c'est le Rwanda, non? Les génocidaires rwandais. Oui, Les génocidaires rwandais. Vous comprenez? Et il justifiait sa présence, la présence de ces militaires, par justement la présence nocive justement de ces mouvements. Et deuxième narratif, c'était il protégeait une minorité rwandophone qui était stigmatisée. Et ces deux narratifs ont été battus en brèche. Donc les deux raisons, les deux arguments qu'il utilisait ont été battus en brèche par le narratif congolais. Et aujourd'hui, la communauté internationale est unanime que nous sommes victimes d'une agression. La communauté internationale a reconnu que Kagame est justement le parrain de cette nébuleuse qui est en train de s'aimer désolation dans la partie est de notre pays. Aujourd'hui, la communauté internationale est en train de condamner justement et d'exiger même le retrait justement de l'armée rwandaise sur notre sol, de notre sol. Donc c'est pour dire que sur le plan diplomatique, nous sommes sur la bonne piste. Mais nous avons encore du chemin. On ne peut pas aujourd'hui dormir sur nos lauriers, considérer que voilà, c'est déjà acquis, etc. Donc ici, nous avons besoin que les solutions pleuvent de partout pour que nos compatriotes vivent en paix, pour que nous puissions bénéficier des ressources, des métaux rares qui se trouvent dans la partie orientale de notre pays. Donc, le fait pour le président Lourenço de jeter l'éponge, moi je pense que c'est dans l'ordre des choses. Il vous souviendra que la résolution 2773 avait fusionné les deux processus. Des processus de Nairobi qui mettaient aux prises les groupes armés, y compris les M23, ainsi que le gouvernement de la RDC. Et les processus de Luanda qui mettaient en confrontation les présidents Tshisekedi et les présidents Kagame. Vous comprenez? Et les deux processus ont été fusionnés. Tout à fait. Il est de bon aloi que l'on puisse justement modifier aussi ou réformer, si vous voulez, l'architecture initiale. Donc, les émissaires, excusez-moi, les facilitateurs qui ont été désignés, que ce soit dans les processus de Luanda, que ce soit dans le processus de Nairobi, pouvaient soit être maintenus, soit être renforcés par d'autres facilitateurs. Comme c'est le cas aujourd'hui, on avait désigné, je crois à l'époque, c'était 3 anciens présidents, dont Olusegun Obasanjo et un ancien Premier ministre. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 5. Ils sont au nombre de 5, comme jouant le rôle de la facilitation. Et nous estimons que bientôt là, il y aura certainement les débuts de pourparlers, pour en fin de compte, que les armes se taisent à jamais. C'est envisagé, ce n'est pas confirmé, mais certaines langues disent que il se pourrait qu'il y ait tripartite entre Félix Tshisekedi, Joseph Kabila et Corneille Nangaa. Si ça arrivait par exemple, quel serait votre point de vue? Bon, vous savez, moi j'ai toujours dit, il y a certains compatriotes qui, d'un ton sarcastique, se moquaient du président de la République par rapport au changement de narratif, par rapport à ce qu'ils qualifient de rétropédalage. Voilà. Parce que l'autre avait dit carrément que... Parce que le président avait dit qu'il ne négocierait plus jamais avec Kagame, avec le M23. Avec le M23, etc. Vous comprenez?
et il ne va jamais rencontrer Kagame. Mais Voilà. vous savez, en relation internationale, même dans une relation de belligérance, il y a toujours ce qu'on appelle les conditions maximalistes. Vous comprenez? Et Donc quand les vous les positions posez, changent, les les avis positions changent. maximalistes, par exemple, que voilà, comme je prends l'exemple de la Russie, qui dit que voilà, les territoires conquis doivent rentrer dans l'escarcelle de la Russie. Voilà. Ce sont des conditions maximalistes. Et au fil des temps. négociations, vous pouvez obtenir des trucs minimalistes. Vous comprenez? Et les présidents étaient dans cette logique-là, dans cette démarche-là. C'est typiquement à toute négociation. Vous comprenez? C'est les typiques justement des négociateurs ou des négociations. Donc, au-delà de ça, nous avons, comme j'ai parlé de la résolution des Nations Unies, qui enjoignait justement, ou qui enjoint le protagoniste ou les belligérants à se retrouver autour de la table pour trouver une solution pacifique. Et nous ne pouvons quand même pas nous rebeller par rapport à cette résolution. Nous sommes membres des Nations Unies. Tout à fait. Lorsque les Nations Unies, à travers le Conseil de sécurité, sort une résolution, c'est pour qu'elle soit appliquée, c'est pour qu'elle soit respectée. Donc, c'est la donne qui a fait que le président de la République puisse revenir sur sa position initiale. Ce n'est pas un homme de parole, c'est quelqu'un qui revient tout le temps sur ses propos, etc. Non, non. Vous savez, il n'est pas versatile, il faut mettre un peu d'intelligence. à... Il faut mettre un peu d'intelligence dans ce que nous faisons. Il y a le président Poutine qui avait dit qu'il n'allait pas négocier avec le président Zelensky parce qu'il estimait qu'il était illégitime. Donc son mandat avait pris fin. On n'avait jamais organisé les élections. Mais au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'observe? Il y a des pourparlers entre les représentants américains, russes, les représentants ukrainiens, américains et même les représentants russo-ukrainiens, vous comprenez? Et qui se sont rencontrés pour se convenir sur un certain nombre de choses, dont notamment les cessez-le-feu en mer, etc. Donc c'est pour vous dire que les conditions maximalistes peuvent toujours évoluer au gré justement de réalité, au gré de certaines situation sur le terrain. Mais au-delà de cette agression rwandaise, il y a aussi l'Ouganda qui nous menace, via le fils Museveni, qui d'ailleurs, il n'est pas dans son premier forfait, ou encore c'est pas pour une première, que celui-ci puisse tenir ce genre de propos. Il a dit clairement que si les M23 n'arrivaient pas à prendre la ville de Kisangani, l'armée ougandaise le fera. Kagame, en ce que je sache, je crois que vous le savez aussi, Kagame se cache très régulièrement, très souvent derrière les M23. Alors, parce que Kagame n'a pas dit clairement une fois qu'il voulait nous agresser, conquérir nos territoires, encore nos villes. Mais quand ça vient de l'Ouganda, Kinshasa n'a réagi pas. Est-ce que ne voyez-vous pas qu'il y a de quoi se poser des questions, surtout que vous êtes un député aussi? Bon, vous savez, je crois que le ministre de la Communication avait réagi à ces provocations. Avait réagi. Moi, personnellement, je ne sais pas si... Ce n'est pas une provocation, plutôt une menace, moi, à mon avis. Non, c'est une provocation parce que ces menaces ne sont jamais mises à exécution depuis tous ces temps. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Il y a des tweets qui sont devenus pratiquement viraux, des tweets émis par ces derniers, le fils Museveni, le président Museveni. Vous comprenez? C'est le numéro 1 de l'armée. Moi, je considère que, bon, déjà, je ne sais pas si ces tweets sont authentiques, déjà. Là, je me pose quand même des questions. S'ils les sont réellement, je pense aussi que nous ne sommes pas des enfants de cœur. Vous comprenez? Nous allons appliquer naturellement l'article 51 de la Charte des Nations Unies qui part de la légitime défense. Nous allons nous défendre face à un État qui nous agresse. Vous savez la différence qu'il y a entre l'Ouganda à travers justement ces menaces et le Rwanda, c'est que Kagame ne veut pas reconnaître qu'il est en train de nous agresser. Voilà. Vous comprenez? Il se cache derrière le 1-23 qu'il considère ou qu'il veut faire gober aux gens comme étant un mouvement congolais. Donc ce sont des Congolais qui se rentrent dedans, des Congolais qui se battent entre eux. Vous comprenez? Et par rapport à l'Ouganda, ça sera
un État, clairement, qui a affiché une position de nous agresser. Et là, la réplique sera à la hauteur, justement, des menaces. Et là, ils doivent en être vraiment rassurés. Notre armée est en train de monter en puissance. Vous savez, avec la conscription qui est populaire aujourd'hui, nous sommes en train de grossir les rangs de nos forces armées. Il y a beaucoup de compatriotes qui sont en formation aujourd'hui. Il y a des conscrits qui sont sur la ligne des fronts et la ligne des ravitaillements est suffisamment garnie aujourd'hui. Nous avons un arsenal de guerre impressionnant aujourd'hui. Vous avez vu comment nos Sukhoi sont en train de pilonner justement les positions du M23 à Walikale. Comme j'ai dit à l'entame, on vient de bombarder plutôt l'un de ces avions de ravitaillement. Pour détruire justement le siège qu'ils ont instauré à Walikale, et éventuellement aussi lancer une contre-offensive qui nous permettrait non seulement de reconquérir des territoires qui sont passés dans le giron du M23, mais aussi les bouter hors de nos frontières pour que nous puissions quand même vivre en paix. Moi, j'ai toujours soutenu l'idée selon laquelle nous devons, pour que l'on se fasse respecter, il faut avoir une armée dissuasive, une armée efficace, une armée moderne. Vous comprenez? Et cette armée-là, on ne peut pas l'avoir dans 5 ans ou dans 10 ans. C'est un long processus. La Russie, pour qu'elle attaque l'Ukraine, il a fallu quasiment plus de 14 ans. La Russie s'est préparée, la Russie s'est armée. Vous comprenez? Il y a la prolifération aujourd'hui des armes à travers le monde. Il y a la bascule qu'il y a à l'échelle du globe qui consiste au renversement justement de l'ordre mondial. Il y a des armes, il y a le réarmement mondial qui s'observe aujourd'hui, la course au réarmement ou à l'armement. Cela c'est traduit par le fait que le droit international est pratiquement marginalisé. C'est maintenant la force qui est entendue. Ce sont des rapports de force qui font que les États puissent se respecter. Donc, pour que nous soyons respectés, pour que les États... Vous savez, la malchance que nous avons, c'est d'avoir 9 voisins. Les plus méchants, ils sont peut-être à 2 ou 3. Bon, il y a le Burundi qui est un repenti de la 25e heure. Nous estimons... Est-ce que c'est une malchance? Nous estimons... Non, s'il vous plaît, je parle de malchance. Bien nos frontières. Je parle de malchance parce que ils nous ont, certains d'entre eux se sont comportés pas bien à notre égard. Vous comprenez? Mais c'est une chance d'ailleurs, c'est une opportunité, c'est une grande opportunité d'avoir plusieurs pays frontaliers. Voilà. Mais nous devons maintenant prendre la mesure de la situation. Considérer qu'aujourd'hui c'est le Rwanda et l'Ouganda qui nous font du mal. Demain, ça sera peut-être un autre État. Nous sommes victimes du scandale géologique, oui. Vous comprenez? Et tous les métaux rares qui sont recherchés à travers le monde pour la fabrication de batteries, de véhicules électriques, etc., même pour les armes. Et je pense qu'il est naturel que ces métaux puissent attirer la convoitise de voisins. Et ces voisins-là, étant donné qu'il y a un cadastre africain qui est déjà établi, ils feront tout pour chercher à le modifier en occupant nos territoires qui, peut-être plus tard, si nous ne sommes pas aussi forts, pour que ces territoires deviennent justement leur territoire à eux. Donc nous sommes un peu dans cette dynamique-là, malheureusement, une dynamique qui consacre justement la force sur le droit, et nous devons nous préparer aussi en conséquence par rapport à cela. Et je salue d'ailleurs le président de la République parce qu'il déploie de gros moyens pour notre armée. Vous avez suivi, la solde de militaires a été doublée, et la prime a été pratiquement multipliée par 10. La prime des militaires qui sont au front. Vous comprenez? Et la recrue, excusez-moi, il y a les recrues qui sont en formation, il y a de moyens, etc., des sommes exponentielles qui sont investies dans l'armée. Et tout ça, c'est justement la parade que nous voulons avoir pour dissuader à l'avenir tous ceux qui s'hasarderaient à venir tenter justement cette aventure que le Rwanda a toujours tenté sur notre sol, le Rwanda et l'Ouganda. Alors, on n'a pas pu aborder la question en rapport avec la présence de ces sénateurs américains qui étaient
au passage ici au Congo, hein, malheureusement. Mais du moins, laissez-moi vous poser la dernière question parce qu'on me fera savoir que nous sommes arrivés à la fin et je souhaiterais d'ailleurs la poser en lingala pour dire que on va revenir par rapport aux consultations, par rapport au gouvernement de l'Union, plutôt de, comment on appelle ça? D'Union nationale. De l'Union nationale, voilà. En quoi ça diffère avec le gouvernement Souminois qui dit reste et le gouvernement de l'Union sacrée? Dans le sens où le chef d'État avait tendu la main, du coup, dans la lingala. Le chef de l'État a Sengi, pour opposant les Congolais, comme vous avez dit, Sangana, former corps, former bloc, Union fait la force, dit-on, pour éviter la situation Est. Mais déjà, nous avons déjà un gouvernement à Union nationale. Oh, Jean Pébé Mbaba, l'autre fois qui est opposant. Opposant et Bélé Bazana Katiba, Moutamba et compagnie. Alors, quand on a lancé l'appel pour qu'il y ait Moussou Baya, Nini a changé dans le gouvernement où ils allaient déjà, na Otozela, ils ont consulté Bakot, Mouzito, Bakot, Matata Mpogno, Bakot, certains opposants. Voilà, je réponds rapidement. Vous savez, lorsque les présidents de la République tendent la main à l'opposition, particulièrement, ce n'est pas parce que notre famille politique n'a pas des personnes compétentes. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des gens... dit, mais du moins c'est l'impression que ça donne. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des gens qui ont un background. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des gens qui sont épris justement de l'amour du pays. Tout simplement, c'est comme je vous ai dit, nous voulons créer une certaine unité à l'interne. Nous voulons parler d'une seule voix. Vous savez, il y a des frustrations, il y a ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui qui estiment que ceux qui sont de la mouvance sont en train de bouffer seuls. Vous voyez un peu ces langages. Je crois que ça a été relayé même par un religieux. Vous comprenez? Donc, nous voulons ici arrondir les angles, mettre tout le monde d'accord par rapport à une certaine vision de choses. Et je vous rappelle que le président de la République a toujours voulu bonifier son action. Il y a toujours une différence entre celui qui est sur le terrain en train de jouer, je parle d'une équipe de foot, les joueurs qui sont sur le terrain, et les coachs qui sont en dehors du terrain, ou des joueurs qui sont en dehors du terrain ou sur le banc. Ils ont une vue globale de la situation sur le terrain. Ils voient des compartiments qui ne marchent pas. Ils voient aussi des joueurs qui font du flop. Vous comprenez? Et étant donné que ces gens-là sont en train de regarder de loin notre gouvernance, et ils ont toujours formulé des critiques acerbes par rapport à notre façon de voir les choses, c'est l'occasion pour eux, bien entendu, de rejoindre le bateau. Mais les critiques pour que nous puissions ont été formulées depuis, mais action. Hélas, le gouvernement ne faisait jouer à la sourde oreille. Hein. Non, mais... Je me souviens en son temps, Fayolo par exemple avait proposé un plan de sortie des crises. S'il vous plaît, vous savez, lorsque vous faites des propositions, il faut les faire humblement. Il ne faut pas faire comme si vous êtes en train de dicter une ligne à suivre. Mouzito avait fait également le président de la République a toujours tendu sa main à l'opposition, depuis son premier mandat. On va se quitter. On peut l'accuser de tout le monde, mais en tout cas pour justement cette attitude de se braquer, je prendrai quand même sa défense. Que direz-vous aux Congolais qui vous suivent en ce moment, parce que vous êtes député national, par rapport à la situation, pas seulement de l'Est, mais plutôt de l'ensemble du pays? Les Congolais vous suivent, c'est également en guise de conclusion. Vous avez la parole. Voilà, je demanderai aux Congolais d'être rangés derrière le chef de l'État. Nous devons faire bloc contre cette agression injuste. Ceux qui sont en train de tomber, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Ouais. Les décomptes macabres doivent s'arrêter. Le bilan humain, il est énorme. Plus de 12 millions de Congolais. Je pense que c'est énorme, c'est assez. Et nous devons tous mutualiser des stratégies, nos intelligences, pour régler définitivement la situation. Nous ne voulons pas des effets de manche. Nous voulons des solutions efficaces. Nous voulons régler définitivement la situation pour que nos compatriotes, en fin de compte, vivent dans la quiétude, puissent vaquer librement à leurs occupations et en même temps que nous puissions bénéficier quand même des métaux rares qui se trouvent dans la partie orientale de notre pays. Vous comprenez? Et je profite aussi de votre micro pour lancer un appel aux jeunes de la Tchangou exclusivement. Voilà. Je suis votre élu, je vous invite à vous enrôler massivement dans l'armée. Oui. Nous devons grossir les rangs de nos militaires. J'ai toujours dit à quelqu'un qu'il est paradoxal
que dans un pays qui a une démographie de plus de 100 millions de Congolais, on retrouve une armée qui a un effectif de 100 000, 120 000 militaires. C'est la goutte d'eau dans l'océan. La Russie, par exemple, a une démographie de 150 millions. Nous, c'est 100 millions. 150 millions, mais il a un effectif de son armée qui est aussi entre 1 500 000 à 2 millions, réservistes y compris. Donc réservistes y compris. Donc c'est pour dire que nous devons avoir une armée. Les jeunes surtout. Nous avons un pays qui a une dimension continentale. Voilà. Pour sécuriser les frontières de notre pays, il faut des éléments, il faut de l'effectif. Au-delà de l'arsenal militaire, au-delà de l'arsenal de guerre, il y a aussi l'effectif. L'effectif qui compte. L'Europe aujourd'hui, par exemple, est en train de mener une campagne pour recruter les jeunes, que les jeunes puissent s'enrôler dans l'armée. Parce que elle a compris que la Russie constitue, selon elle, un danger existentiel pour l'Europe. Donc, nous devons aussi adopter cette attitude-là. Considérer que ces aventures qui ont assez duré ne doivent plus... Il faut obligatoirement y mettre fin. Il faut vraiment une armée, il faut un effectif colossal. Et je crois que nous serons à l'abri, nous serons sur orbite par rapport à toutes les attaques qui seraient méditées un jour par un État voisin. Merci beaucoup, honorable Francis Djibabala. Je rappelle que vous êtes élu de la Tchangou, député national. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est par ici qu'on va se dire au revoir. C'est la fin de l'émission. On va vous retrouver le lundi. Ça sera pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est aujourd'hui à 18 h. Demain, à 10 h, plutôt à 9 h 30, on va revenir par rapport à ce même numéro. Merci à vous, chers internautes, parce que vous étiez là nombreux en train de nous suivre sur YouTube, Facebook. En tout cas, merci beaucoup. Merci à la réalisation de Gires. Merci à Tonton Ebongo. Merci à toute la grande équipe qui était avec nous encore une fois de plus. Honorable merci d'être de notre ce matin. Merci. Partie remise. Merci, à la prochaine. Au revoir.